Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc, je voulais vous parler des syndromes myoprolifératifs et des événements cardiovasculaires au sens large, et plus spécifiquement au niveau hépatique. Voilà. Donc, les syndromes myoprolifératifs sont des pathologies hématologiques clonales qui sont donc secondaires à des mutations sporadiques situées au niveau des progéniteurs myéloïdes, qui va donc engendrer une prolifération de cellules myéloïdes au niveau sanguin. La première mutation qui a été découverte et la plus fréquente est la mutation JAK2V617F, qui est donc présente dans 95% des polyglobulides vaquaises et dans 50 à 70% des thrombocytémies essentielles et des myélofibroses primitives. En deuxième ordre de fréquence, nous avons les mutations de calréticuline. Il faut savoir que chez ces patients, la première cause de mortalité sont les événements cardiovasculaires, avec 2/3 d'événements artériels et 1/3 d'événements veineux. Au niveau artériel, comme vous pouvez voir, l'incidence de ces événements-là est 10 fois plus importante chez les patients avec polyglobulites vaquaises en comparaison à une population sans polyglobulites vaquaises, mais un facteur de risque cardiovasculaire identique ou similaire. Mais la spécificité de ces patients sont qu'ils, comme vous pouvez le voir sur ce graphique à droite, qu'ils ont une prévalence de syndrome coronarien aigu, ce qu'on appelle la coronarographie saine. Donc les artères coronaires n'ont pas de sténose significative athéromateuse pouvant expliquer le syndrome coronarien aigu, extrêmement augmenté. Ce qui suggérerait un phénomène plutôt de type vasospastique. Sur le plan veineux, il y a de même une forte association donc, entre mutation de JAK2 et thrombose veineuse, avec une prévalence de la mutation 10 fois plus importante chez des patients avec une thrombose veineuse profonde, mais une association encore plus importante avec ce que vous connaissez bien, donc les patients avec des thromboses portes ou des syndromes de Budd-Chiari, avec une mutation qui est présente dans 30 à 40% des patients. On pourrait se dire, vous allez me dire, d'accord, les syndromes myoprolifératifs ont une augmentation très importante des cellules sanguines circulantes, ce qui explique donc sur les 3 grands acteurs de la thrombose, l'hypercoagulabilité, le flux sanguin endothélial. On pourrait se dire que du fait de la thrombocytose, de la leucocytose et de la polyglobulie, il y a des facteurs d'hypercoagulabilité et de flux sanguin. Oui, mais il y a dans la littérature une très mauvaise corrélation entre le taux de cellules circulantes et les événements cardiovasculaires. Et deuxièmement, souvent chez ces patients, l'événement cardiovasculaire précède la maladie hématologique, finalement permet le diagnostic de la maladie hématologique avant qu'il y ait d'anomalies détectables sur une prise de sang en standard. Donc nous nous sommes intéressés au rôle des cellules endothéliales qui n'avaient jusqu'à présent jamais été étudiées. Et il est d'autant plus intéressant d'étudier la cellules endothéliales qu'il y a maintenant plusieurs papiers qui ont montré chez des patients avec antécédents de thrombose dans le secteur splanchnique, au niveau des veines hépatiques et des veines de la rate, que la mutation JAK2 était présente dans les cellules endothéliales. Vous pouvez ici voir donc, des images en microscopie où ils ont, grâce à un laser, si vous voulez, extrait la cellule endothéliale et analysé la présence de la mutation qui était présente chez ces patients. Et ces données ont été confirmées dans de nouveaux papiers sur les progéniteurs endothéliaux circulants et médulaires, dans des cohortes de patients avec syndrome prolifératif et une cohorte de patients avec syndrome de Budd-Chiari. Je vais premièrement vous parler donc, de la mutation de JAK2 et des événements artériels, qui fait partie des projets de recherche sur lesquels on travaille. Pour ce faire, j'ai étudié donc, une fonction primordiale de l'endothélium, qui est sa capacité à maintenir le tonus de l'arbre artériel. Finalement, un endothélium artériel sain va en permanence libérer ce qu'on appelle du NO, qui va permettre de vasodilater l'arbre artériel. Pour analyser cette fonction, j'utilise une machine qui s'appelle un myographe, qui va me permettre, sur des aortes, j'utilise des aortes de souris, que je monte donc sur des étriers qui sont rattachés à un transducteur de force et qui va permettre de ressentir si le vaisseau se contracte, ce qui va augmenter la force, ou se dilate, ce qui va relâcher la force ressentie. Donc on a premièrement dans le laboratoire utilisé un modèle murin qui porte la mutation de JAK2 à la fois dans les cellules myéloïdes et dans les cellules endothéliales, donc qui développe un syndrome myéloprolifératif avec une splénomégalie. Et donc là, vous avez un graphique représentant donc, des courbes cumulatives d'un agent, la phényléphrine, qui est un agent qui permet de vasoconstricter l'artère. Et vous pouvez voir que chez le modèle murin portant la mutation de JAK2 dans les cellules myéloïdes et les cellules endothéliales, il y a une forte augmentation de la réponse contractile, ici en rouge, en comparaison à l'aorte murine sauvage, ici en bleu. Et lorsque on enlève l'endothélium de cette artère, on perd cette différence, cet effet. Ce qui veut dire qu'il est dépendant de la présence de l'endothélium.
comme il dépend de la présence de l'endothélium, et que je vous ai dit qu'il y avait une mutation dans l'endothélium, on s'est posé la question, c'était elle-même qui était responsable de cet effet. Donc on a utilisé un deuxième modèle murin qui porte la mutation seulement dans l'endothélium, qui donc ne développe pas de syndrome myeloprolifératif. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique de nouveau de myographie, nous n'avons pas de différence de réactivité vasculaire artérielle. Donc ce n'est pas la mutation dans l'endothélium qui explique cette hyperréactivité artérielle. Et pour confirmer l'implication des cellules myéloïdes, nous avons réalisé un troisième modèle murin qui, par une technique d'irradiation transplantation, où on transplante de la moelle sauvage ou de la moelle provenant d'une souris mutée, donc avec la mutation JAK2 dans les cellules myéloïdes, à une souris sauvage, donc qui va développer, qui va donc porter la mutation JAK2 seulement dans les cellules myéloïdes qu'on aura transplantées et qui va donc développer un syndrome myéloprolifératif comme attendu. Et vous pouvez voir donc sur cette expérience de myographie de nouveau que la souris transplantée avec des cellules myéloïdes mutées présente de nouveau cette hyperréactivité artérielle en comparaison à une souris sauvage. Nous avons par la suite utilisé donc un traitement qui est utilisé chez les patients, l'hydroxyurée, qui est donc un traitement cytoréducteur, qui va permettre donc de diminuer, faire régresser le syndrome myeloprolifératif en partie, avec, comme vous pouvez le voir dans cet encadré orange, une normalisation de la taille de la rate, en comparaison à une souris mutée non traitée par l'hydroxyurée. Et vous pouvez voir ici en orange, donc sur la courbe en orange, que l'hydroxyurée permet d'annuler complètement cet effet d'hyperréactivité vasculaire avec une absence de différence significative entre la souris mutée traitée par l'hydroxyurée en orange et la souris sauvage, ici en bleu. Donc, pour faire une première conclusion, on a l'impression que c'est la mutation de JAK2 présente dans les cellules myéloïdes, et non pas dans les cellules endothéliales, qui va aller modifier l'endothélium. Il lui procurer un phénotype vasospastique qui va participer aux événements artériels. Nous nous sommes posé la question de quel était le médiateur expliquant cet effet entre cellules myéloïdes et modification phénotypique de la cellule endothéliale. Et nous avons pu montrer dans le laboratoire que les microvésicule, qui sont donc des vésicules extramembranaires, de patients reproduisaient cet effet d'hyperréactivité vasculaire lorsqu'on les met en contact avec des artères de nouveau de souris, de patients avec antécédents de thrombose plangnique et porteurs de la mutation JAK2, en comparaison à des patients contrôle. Je vais ensuite vous parler donc de l'implication de la mutation JAK2 dans les thromboses veineuses. Cette partie a été faite par une équipe avec qui nous collaborons à Bordeaux, l'équipe de Chloé James, qui est donc une des équipes qui avait découvert la mutation de JAK2 à l'époque. Je vous montre une partie de ses résultats. Donc, dans son équipe, ils ont étudié un autre phénotype endothélial qui est son phénotype, on va dire, pro-adhésif. Quand l'endothélium va bien, il va en permanence exprimer à sa surface et sécréter des produits qui vont inhiber la coagulation et surtout inhiber l'adhésion des cellules circulantes qui lui passent devant de manière continue. Lorsque l'endothélium est altéré, ou un phénotype pro-inflammatoire, ou on dit pro-adhésif, il va exprimer des récepteurs qui, cette fois-ci, vont pouvoir lier les cellules circulantes. Et en particulier, je vais vous parler de P-sélectine, qui va permettre de lier les plaquettes et de participer aux événements thrombotiques veineux. Donc, elle a pu montrer dans un modèle de souris, qui, comme celui précédemment expliqué, porte la mutation seulement dans l'endothélium. Par contre, qu'il y avait une augmentation de l'expression de P-sélectine à la surface des cellules endothéliales de ces souris. Et elle a pu confirmer in vivo, donc dans la souris, que cet effet se traduisait bien par une augmentation d'adhésion. Donc, ils injectent un produit rendant les leucocytes fluorescents, donc ça vous voyez les petits points là, lumineux qui passent dans un vaisseau, et ils ont quantifié le ralentissement le long de la paroi et l'arrêt de ces leucocytes sur la paroi endothéliale. Et ils ont pu montrer que l'adhésion était significativement augmentée chez les souris portant la mutation dans les cellules endothéliales, la mutation de JAK2 dans les cellules endothéliales. Elle a confirmé que cet effet pro-adhésif se traduisait par un effet pro-thrombotique, dans un modèle de thrombose pulmonaire, où elle a pu montrer que dans son modèle de souris portant la mutation de JAK2, il y avait une augmentation significative des thrombis pulmonaires veineux en comparaison aux souris contrôle, et que lorsqu'elle administrait à ces souris un anticorps anti-P-sélectine, qui était donc ce récepteur pro-adhésif dont je vous ai parlé précédemment, il y avait une perte complète de cet effet. Elle a de même administré de l'hydroxyurée à son modèle murin, qui, de même, comme vous pouvez le voir à droite chez les souris mutées, l'administration de l'hydroxyurée permet de faire régresser ce phénotype prothrombotique.
Donc, en conclusion, elle a pu montrer donc, que la mutation présente dans les cellules endothéliales au niveau veineux était responsable d'une augmentation de l'expression de P-sélectine qui allait augmenter l'adhésion leucocytaire et participer donc, aux événements thrombotiques chez ces patients, chez ce modèle murin, dans ce modèle murin. Hop, une petite erreur. Ouais. Alors, je vais ensuite vous parler de la mutation de JAK2 et de son implication dans les lésions hépatiques dans un contexte de syndrome de Budd-Chiari. On a utilisé donc un modèle murin, le même que précédemment décrit, qui porte la mutation de JAK2 dans l'endothélium exclusivement. On a collaboré avec une équipe aux États-Unis qui a publié en 2015 un modèle de syndrome de Budd-Chiari, où en fait, par une ligature incomplète de la veine cave inférieure dans la portion suprahépatique. On leur a donc envoyé nos souris et ils ont réalisé la chirurgie sur un groupe de souris portant la mutation de JAK2 dans l'endothélium, un groupe de souris sauvages, et ce qu'on appelle, ils ont fait une procédure sham. Une procédure sham signifie la souris a subi toute l'opération, l'anesthésie, l'ouverture, et même le passage du fil, mais ils n'ont pas fait la ligature, ce qui permet d'avoir un contrôle. Donc, comme attendu, la chirurgie provoque une augmentation de la pression portale chez la souris sauvage opérée en comparaison à la souris sham, mais il n'y avait pas de différence entre si la souris portait la mutation de JAK2 dans l'endothélium ou pas. Et on a ensuite analysé la fibrose hépatique secondaire à ce modèle syndrome de Budd-Chiari, qui était donc augmentée secondairement à la chirurgie, mais nous n'avions pas de différence significative entre les souris portant la mutation d'endothélium ou les souris sauvages. Donc, en conclusion, la mutation de JAK2 dans l'endothélium n'affecte pas le développement des lésions hépatiques dans un contexte de syndrome de Budd-Chiari. Et pour finir, je vais donc vous parler des mutations calréticulines et des thromboses plancniques, où on a pu donc analyser sur le cohorte, grâce au réseau français des maladies vasculaires du foie, une cohorte de plus de 500 patients. On a pu extraire à peu près 300 patients avec thrombose porte et syndrome de Budd-Chiari. La question était, en fait, finalement, chez les patients avec thrombose plancnique, on recherche pratiquement toujours la mutation de JAK2, parce qu'elle est tellement fréquente, elle est présente dans 20 à 30% de ces patients, donc il est recommandé de la rechercher en première intention. Mais il y avait un débat dans la littérature sur les mutations de calréticulines, qui dans les patients avec syndrome prolifératif sont les deuxièmes en ordre de fréquence, mais ils restent quand même très minoritaires chez les patients avec thrombose plancnique, qui sont seulement dans 2% des cas. Et donc on a pu mettre en évidence chez ces patients que lorsque JAK2 est absent, après avoir vérifié que les patients n'étaient pas mutés de JAK2, s'ils répondaient aux critères d'une hauteur de rate mesurée sur un scanner supérieure ou égale à 16 cm et un taux de plaquettes supérieur à 200 giga par litre, ces critères-là nous permettaient d'avoir une valeur prédictive négative en ce qui concerne la présence de la mutation calréticuline de près de 99%, et ils nous évitaient 96% de tests inutiles de recherche de la mutation calréticuline. Si la mutation, donc chez ces patients-là, il faut faire la mutation calréticuline, et si elle est absente, il faut faire une biopsie ostéomédulaire. Car la plupart des patients, finalement, avaient un syndrome prolifératif, ce qu'on appelle triple négatif, ou sans mutation de JAK2 ou calréticuline. La question restante est, chez les patients qui ne répondent pas à ces critères, comment identifier les quelques patients qui ont un syndrome prolifératif chez ces patients-là. Et donc on y travaille actuellement avec la même base de données. Et donc on a pu valider ces données en collaboration dans une cohorte de validation avec l'équipe de Barcelone, de Garcia Pagan. Donc en conclusion, premièrement, au niveau artériel, on a pu montrer que les microvésicules de patients porteurs de la mutation JAK2 induisent une hyperréactivité vasculaire artérielle. Deuxièmement, l'équipe de Chloé James a pu montrer que les cellules endothéliales portant la mutation de JAK2 possèdent un phénotype pro-adhésif, ce qui favorise les thromboses veineuses. De même, la mutation JAK2 endothéliale n'affecte pas le développement des lésions hépatiques et surtout de la fibrose hépatique secondaire à un syndrome de Budd-Chiari. Et qu'il faut rechercher la mutation calréticuline chez les patients avec thrombose plancnique, sans mutation de JAK2, avec une mutation de JAK2 négative et une hauteur de rate supérieure ou égale à 6 cm et des plaquettes supérieures à 200 giga par litre. Et je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie le réseau pour avoir permis d'avoir les patients nécessaires, les microvésicules qui viennent de patients aussi d'ailleurs, nécessaires. Merci pour votre attention.